Kim Jong-un. Un nom qui évoque à la fois la peur, le mystère et une puissance incontrôlable. En plein cœur de l'Asie, un pays entier vit sous la coupe d'un homme que le monde ne comprend pas totalement, mais redoute profondément. La Corée du Nord, isolée du reste de la planète, avance dans l'ombre, armée jusqu'aux dents, hermétique à toute influence extérieure, et dirigée par un leader qui cultive à la fois le secret, la brutalité et l'obsession du pouvoir. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like et un commentaire, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la géopolitique et l'actualité internationale. Merci et bonne vidéo. Mais qui est réellement Kim Jong-un? Comment ce jeune héritier, discret et souvent sous-estimé, est-il devenu l'un des dictateurs les plus redoutés de notre époque? Est-il simplement un tyran assoiffé de pouvoir, ou le produit d'un système paranoïaque, façonné pour survivre coûte que coûte? Dans ce documentaire, nous allons explorer les coulisses d'un régime hors du temps. Des purges sanglantes aux mises en scène de propagande, des essais nucléaires aux rencontres diplomatiques surréalistes. Une plongée rare et glaçante dans un monde parallèle, où chaque image est calculée, chaque mot est une arme, et où l'homme au sommet incarne à lui seul toute la mécanique de la peur. Bienvenue dans la Corée du Nord de Kim Jong-un. Un univers où le silence est roi, et où la vérité, elle, est soigneusement réécrite. Lorsqu'il apparaît pour la première fois aux yeux du monde, Kim Jong-un ne ressemble en rien à un dirigeant impitoyable. Jeune, rond, mal à l'aise en public, il ne semble pas à la hauteur de l'héritage d'un empire de fer. Et pourtant, derrière ce sourire figé et cette démarche hésitante, se cache l'héritier d'une dynastie unique, la seule monarchie communiste héréditaire de la planète. Kim Jong-un né en 1983 ou 1984, même sa date exacte reste un mystère dans l'ombre du pouvoir. Fils cadet de Kim Jong-il, lui-même fils du « président éternel », Kim Il-sung, il grandit entre luxe, isolement et endoctrinement. Mais contrairement à ses prédécesseurs, il est envoyé à Berne, en Suisse, où il étudie sous un faux nom, loin des regards indiscrets. Il y découvre le basket-ball, les parcs propres, les supermarchés abondants, un monde occidental qu'il n'aura plus jamais le droit de fréquenter. Dans la hiérarchie du régime, Kim Jong-un n'est pourtant pas le favori. Son frère aîné Kim Jong-nam, plus expérimenté, semble destiné à reprendre le flambeau. Mais une erreur fatale, un voyage à Disneyland au Japon avec un passeport falsifié va l'écarter à jamais du trône. Son autre frère, trop effacé et dénué de charisme, ne fait pas le poids. Kim Jong-un, lui, a l'avantage de la ressemblance physique avec son grand-père, Kim Il-sung, toujours vénéré. Son père le choisit donc, discrètement, et entame son entraînement à la dictature. Il apprend les codes de la terreur, l'art de la guerre, et surtout, le culte de l'image. Lorsque Kim Jong-il meurt en décembre 2011, la planète découvre avec stupéfaction son successeur. Un homme d'accent grave, peine 27 ans, inconnu, inexpressif, entouré de vieux généraux. Les analystes internationaux le sous-estiment. Beaucoup pensent qu'il ne tiendra pas, qu'il sera remplacé ou manipulé par l'élite militaire. Mais Kim Jong-un va rapidement imposer sa propre marque. En quelques mois, il écarte tous ses rivaux potentiels, purge, exécute et affermit son pouvoir. Le prince discret devient le maître absolu, avec une détermination froide et méthodique. Ce n'est pas une simple transition. C'est une prise de contrôle totale. Une réinvention brutale d'un héritier devenu tyran. Et ce n'est que le début. Dès les premiers mois de son règne, Kim Jong-un fait voler en éclats les doutes qui pesaient sur sa capacité à diriger. Là où certains voyaient un jeune dirigeant inexpérimenté, lui impose une ligne claire, la peur sera son outil de gouvernance. Pas de compromis, pas de pitié. Juste un message limpide à toute la hiérarchie du régime, personne n'est intouchable. La purge commence par l'intérieur même de la famille. En 2013, le monde entier est choqué par une nouvelle brutale. Jang Song-taek, oncle de Kim Jong-un et haut dignitaire du régime, est exécuté. Il était considéré comme l'homme de l'ombre, le tuteur politique du jeune dirigeant. Officiellement accusé de trahison, corruption et tentative de coup d'État, il est arrêté publiquement lors d'une réunion du parti, humilié, puis tué. Certains évoquent même des méthodes d'exécution horribles, bien que non confirmées. Ce n'est plus une lutte politique, c'est un message de mort. Mais Kim Jong-un ne s'arrête pas là. En 2017, Kim Jong-nam, son demi-frère exilé en Malaisie,
est assassiné à l'aéroport de Kuala Lumpur. 2 femmes, manipulées par les services nord-coréens, l'empoisonnent avec un agent neurotoxique. Un crime filmé par les caméras de surveillance, digne d'un thriller d'espionnage. Pourquoi? Parce que même à l'étranger, Kim Jong-nam représentait une menace symbolique pour la légitimité de Kim Jong-un. La terreur s'exporte, au-delà des frontières. À l'intérieur du pays, la peur devient omniprésente. La surveillance est totale, chaque citoyen est observé, dénoncé, fiché. Le parti a des yeux et des oreilles partout. Ceux qui émettent le moindre doute, ceux qui écoutent une musique étrangère, ceux qui regardent un film sud-coréen, tous peuvent être arrêtés. Des centaines de milliers de Nord-Coréens sont envoyés dans les camps de rééducation ou de travail forcé. Des zones interdites aux visiteurs, comparées par certains survivants à des camps de concentration modernes. Famine, torture, exécution arbitraire. Là-bas, une parole malheureuse peut coûter la vie à 3 générations d'une même famille. Même l'élite militaire n'est pas épargnée. Officiers, ministres, directeurs d'agence. Tous savent qu'un mot, un geste ou un soupçon peut les condamner. Kim Jong-un cultive l'instabilité volontaire. Il nomme, démet, fait disparaître. La loyauté n'est jamais suffisante. Cette culture de la terreur, construite avec précision, n'est pas une simple démonstration de force. C'est la colonne vertébrale du régime. Un outil de contrôle psychologique qui permet à Kim Jong-un de régner sans partage sur 25 millions d'âmes, sans jamais être remis en question. Si la peur est le pilier invisible du régime nord-coréen, la propagande en est la façade rayonnante. Chaque image, chaque phrase, chaque apparition de Kim Jong-un est pensée, calibrée, amplifiée. En Corée du Nord, il ne gouverne pas seulement en tant que chef de l'État. Il est présenté comme un génie militaire, un visionnaire, un père bienveillant, un dieu vivant. L'objectif est simple, effacer l'homme derrière le mythe. Tout commence dès l'école. Dès l'âge de 4 ans, les enfants apprennent à lire sur des textes glorifiant la dynastie Kim. Des slogans omniprésents ornent les murs, « Merci au grand maréchal pour notre bonheur, Kim Jong-un pense à toi plus que ta propre mère ». Les manuels scolaires, les dessins animés, les chansons, tout célèbre le dirigeant, dans une mise en scène constante de gratitude. À la télévision, Kim Jong-un est toujours montré sous un angle favorable. Il visite des usines, inspecte des bases militaires, donne des conseils à des scientifiques. Les ouvriers pleurent de joie à sa venue, les enfants chantent son nom, les militaires notent chaque mot qu'il prononce. Rien n'est laissé au hasard. Ses discours sont relayés comme s'ils étaient des révélations. Sa simple présence dans une école ou une ferme est décrite comme un événement historique. Sa ressemblance avec Kim Il-sung, son grand-père fondateur du régime, est exploitée jusqu'à la caricature. Même coiffure, même silhouette, même costume. Cela crée une continuité visuelle, presque spirituelle, pour renforcer sa légitimité auprès du peuple. Même les échecs sont transformés en victoires. Une famine? Elle est décrite comme une épreuve que le peuple doit traverser dans la dignité. Un échec militaire? Il devient une démonstration de retenue stratégique. L'illusion est totale, entretenue par une armée de journalistes d'État et de responsables de la propagande. Toute la population vit dans une réalité fabriquée, un théâtre politique permanent. Dans ce système, Kim Jong-un n'est pas simplement un chef. Il est le centre de l'univers nord-coréen, omniprésent dans les esprits comme sur les murs. Sa photo trône dans chaque foyer, chaque bureau, chaque salle de classe. Ne pas la dépoussiérer est un délit. Ne pas pleurer à sa mort serait une trahison. La propagande nord-coréenne ne cherche pas seulement à faire aimer Kim Jong-un. Elle cherche à faire croire qu'il est inévitable. Qu'il n'y a rien d'autre, rien au-delà. Et pour des millions de Nord-Coréens, c'est la seule vérité qu'ils aient jamais connue. La Corée du Nord n'est pas seulement un pays dirigé par une poigne de fer. C'est aussi l'un des endroits les plus isolés de la planète. Un territoire hermétiquement fermé, protégé par une frontière idéologique aussi impénétrable qu'un mur de béton. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie délibérée, pensée pour durer. Pour Kim Jong-un, l'isolement est un outil de survie du régime. En coupant le peuple nord-coréen du monde extérieur, il contrôle non seulement l'information, mais aussi l'imaginaire collectif. Si les Nord-Coréens ignoraient tout du monde libre, ils ne pourraient jamais en rêver. Tout commence par un contrôle absolu d'Internet. Dans le pays,
aucun accès au web mondial. À la place, un intranet d'État ultra censuré. Kwangmyong, une poignée de sites autorisés, tous dédiés à l'éducation idéologique ou à la glorification du régime. Pas de Google, pas de YouTube, pas de réseaux sociaux. Les téléphones portables ne peuvent ni appeler l'étranger, ni recevoir d'appels internationaux. Les frontières physiques, elles aussi, sont verrouillées. Il est interdit pour un citoyen nord-coréen de quitter le pays sans autorisation spéciale, ce qui, en réalité, ne concerne qu'une élite ultra contrôlée. Tenter de fuir est considéré comme une trahison. Ceux qui osent traverser clandestinement la frontière avec la Chine risquent l'arrestation, l'exécution ou les camps. Des familles entières peuvent être punies pour un seul acte de désobéissance. Même à l'intérieur du territoire, les déplacements sont restreints. Les citoyens ont besoin de permis pour voyager entre les villes. Tout est surveillé. Le régime redoute qu'un Nord-Coréen découvre, ne serait-ce qu'en visitant une autre province, un niveau de vie légèrement meilleur, une variation dans la propagande, ou simplement une idée étrangère. Le régime verrouille également l'accès des étrangers. Très peu de touristes peuvent entrer, et toujours sous surveillance constante. Les journalistes, eux, sont quasiment bannis. Le pays est devenu une boîte noire, où les seules images qui sortent sont soigneusement sélectionnées par Pyongyang. Mais pourquoi un tel isolement? Parce que le mensonge ne peut survivre à la comparaison. Montrer la Corée du Sud, la Chine ou même le Vietnam, pourtant socialiste, serait déjà un choc. Kim Jong-un le sait. Il préfère donc construire un monde fermé, contrôlé, réécrit à sa façon. Un monde où rien ne vient contredire l'illusion. Au-delà des discours, des purges et de la propagande, il existe un élément central qui explique pourquoi le régime nord-coréen, malgré sa brutalité et son isolement, tient encore debout en 2025, la dissuasion nucléaire. Pour Kim Jong-un, la bombe n'est pas une arme de guerre. C'est une assurance-vie. L'histoire du nucléaire nord-coréen commence bien avant Kim Jong-un. Son père, Kim Jong-il, avait déjà posé les bases. Mais c'est sous le règne du jeune Kim que le programme va franchir un cap spectaculaire. Il n'attend pas longtemps. Dès 2013, à peine 2 ans après son arrivée au pouvoir, il supervise son premier essai nucléaire. Ce sera le début d'une montée en puissance fulgurante. En quelques années, la Corée du Nord passe d'un État faiblement armé à une puissance nucléaire capable de menacer Tokyo, Séoul et même Washington. Les missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, comme le Hwasong 15 ou le Hwasong 17 deviennent le symbole de cette ambition. Les tests se succèdent, filmés, mis en scène, accompagnés d'applaudissements militaires et de cris de victoire. Mais à quoi sert vraiment cette démonstration de force? Contrairement à ce que certains pensent, Kim Jong-un ne cherche pas la guerre. Il sait qu'un conflit direct avec les États-Unis ou la Corée du Sud signerait la fin de son régime. En revanche, la menace d'une guerre est son arme principale. Elle lui permet de négocier, de résister aux sanctions, et surtout, de rendre toute intervention extérieure trop risquée. C'est dans ce contexte que se déroule, en 2018, l'un des événements les plus surprenants de la géopolitique moderne. La rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. 2 ennemis jurés, face à face, devant les caméras du monde entier. Des poignées de main historiques, des sourires forcés, mais aucun accord réel. Car Kim Jong-un ne veut pas abandonner ses armes. Il veut être reconnu comme une puissance nucléaire à part entière. Et surtout, ne jamais finir comme Saddam Hussein ou Kadhafi, 2 leaders tombés après avoir renoncé à leur programme d'armement. Le nucléaire est donc bien plus qu'un outil de défense. C'est un levier diplomatique, un symbole de souveraineté, une menace psychologique. Grâce à lui, Kim Jong-un s'impose sur la scène internationale, force le respect, et gèle toute tentative de renversement. Tant que la bombe existe, le régime existe. Depuis son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un cultive un paradoxe fascinant. Celui d'un dictateur ultra-répressif, mais qui se donne parfois les allures d'un dirigeant moderne. Lorsqu'il apparaît en costume occidental, souriant aux côtés de stars sud-coréennes ou serrant la main de Donald Trump, certains y voient une ouverture. D'autres, un piège parfaitement orchestré. Kim Jong-un n'est pas replié sur un passé figé. Il connaît le monde moderne, il a étudié en Suisse, vu la liberté, la technologie, la culture occidentale. Et il en garde une trace visible dans sa manière de diriger. Il n'hésite pas à se montrer avec un smartphone dernier cri, à visiter des parcs d'attractions flambant neufs,
à promouvoir le développement de technologies made in North Korea. On le voit parfois sourire, plaisanter, ou même fumer en public, en rupture avec l'austérité stricte de ses prédécesseurs. Il soigne aussi son image, perte de poids spectaculaire, apparition calculée, mise en scène d'un leader dynamique, soucieux du peuple. Il montre même sa fille en public, une première dans l'histoire du régime. Certains y ont vu le début d'un lent processus de normalisation, voire un désir de léguer le pouvoir à une nouvelle génération plus moderne. Mais cette modernité n'est qu'une façade. Car derrière ces gestes symboliques, le système n'a pas changé. La répression continue, les camps existent toujours, les exécutions politiques aussi. La famine refait régulièrement surface. Les élites vivent dans l'abondance, tandis que le peuple lutte pour du riz et de l'électricité. Kim Jong-un joue un double jeu, apparaître comme un homme du XXIe siècle, tout en consolidant un régime digne du XXe. Il modernise l'image de la dictature, pas sa structure. C'est une illusion contrôlée, calibrée pour rassurer la Chine, intriguer l'Occident, et désorienter ses ennemis. Ce paradoxe renforce son pouvoir. Il donne l'impression qu'il pourrait changer, sans jamais rien céder. Et dans cette ambiguïté, il gagne du temps. Car tant qu'on croit à une possible évolution, on retarde la confrontation. L'avenir de la Corée du Nord et de Kim Jong-un reste l'un des grands mystères géopolitiques de ce siècle. Alors que le régime a survécu à tant de crises, de famines et de pressions internationales, beaucoup se demandent « Jusqu'où ira Kim Jong-un ?» Certains experts pensent que le dictateur pourrait finir par céder sous la pression économique et diplomatique, ouvrant lentement le pays à des réformes. Mais l'histoire récente montre le contraire. Le régime se resserre, le contrôle s'intensifie, et la défiance envers l'Occident ne faiblit pas. La Chine, principal allié et soutien économique, joue un rôle clé. Pékin semble préférer un régime stable, même brutal, plutôt qu'un effondrement qui pourrait provoquer une crise humanitaire et un afflux massif de réfugiés à sa frontière. Ce soutien stratégique offre à Kim Jong-un une bouée de sauvetage précieuse. La menace nucléaire, quant à elle, complique toute stratégie extérieure. Tant que la Corée du Nord possédera ses armes, les grandes puissances hésiteront à intervenir militairement. Cela confère au dictateur un pouvoir de nuisance considérable, même si sa population souffre. Mais rien n'est figé. Des tensions internes, une possible instabilité au sein de l'élite, ou un accident diplomatique peuvent bouleverser l'équilibre fragile. La question demeure, Kim Jong-un est-il le dernier d'une dynastie condamnée à disparaître, ou bien a-t-il réussi à bâtir un système suffisamment solide pour perdurer encore des décennies? Une chose est sûre, la Corée du Nord reste un pays à part, un labyrinthe de silence et de terreur, où chaque décision du dictateur pèse sur la vie de millions d'êtres humains. Le monde observe, inquiet, l'évolution de ce régime unique au monde. Sia Ao.